Entendre parler du changement climatique est une chose, prendre conscience de ses impacts sur son territoire en est une autre. C'est grâce à l'impulsion de 2 accompagnateurs en montagne, Alix et Loïc, que se sont déroulés en juin 2024 le premier week-end des rencontres au sommet, le Mercantour face au changement climatique. Une initiative originale qui permet à des participants venant de tout type d'horizons de prendre part à des randonnées où des scientifiques partagent leurs connaissances in situ sur l'évolution de nos climats. Nous le savons désormais, la montagne, réservoir de biodiversité, se réchauffe plus vite que le reste du territoire. Il est donc important de clarifier les enjeux spécifiques du changement climatique en cours pour ces espaces montagnards et leurs écosystèmes. Soutenu par l'Université Nice-Côte d'Azur Académie 3 et le Parc national du Mercantour, organisé par la section niçoise de la Fédération des clubs alpins de montagne, vous découvrirez dans cette série de 4 épisodes le cheminement et les échanges des différents protagonistes autour de ces thématiques. Bonne balade sur les sentiers du changement. Philippe, je suis encadrant, initiateur de randonnée. Avant, je travaillais en Afrique et en Asie, donc loin des montagnes, mais quand je suis revenu à la retraite, j'ai redécouvert le Mercantour, ses beautés et ses charmes d'une randonnée encadrée. Alors pour l'instant, on remonte un ruisseau dans certainement un fond de lit glacier, parce que les 2 jours que nous passons dans les Sanguinières à Estaing et entourés de scientifiques de haut niveau qui nous ont expliqué la formation des vallées, l'âge glaciaire, les ruisseaux, les problèmes de l'eau. Pour revenir à la rando, c'est en même temps une rando. La rando, c'est pas difficile, c'est de mettre un pied devant l'autre et de regarder l'état des écorces des bois par le cerf, les petites plantes qui est en profusion en ce moment. Ça fait partie du charme. Dans la rando, il y a et les chaussettes et la beauté du site. Mais je vais quand même vous donner un truc, mais là c'est les photos. En plus, il reste plus qu'Agique derrière la frondaison, là on a le lac d'Alos aussi. Mais du coup, moi c'est Elodie, je suis d'Aix-en-Provence. Je suis chercheuse en environnement dans un laboratoire d'écologie qui s'appelle l'IMBE, donc qui est Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie. Et je m'intéresse particulièrement à l'étude des environnements du passé. Et j'aime beaucoup le milieu montagnard en général. Mais alors du coup, maintenant, on va parler un petit peu de paléo-environnement. En gros, c'est l'histoire des paysages du passé. Concrètement, ici, comment on fait on cherche des dépôts qui vont enregistrer cette information du passé. Et il y a plusieurs types de dépôts intéressants, mais il y a un particulièrement qui est ma spécialité, donc c'est les dépôts de sédiments qui sont déposés au fond des lacs. Là, c'est la géologie, c'est costaud. On a une cuvette, on a dit qu'elle a peut-être été issue du surcreusement des glaciers. Pendant les derniers glaciaires, la glace a fondu, le lac s'est rempli d'eau, tchoup tchoup. Et à partir de ce moment-là, par exemple au lac d'Alos, il y a 13 500 ans, mais ça peut être différent selon un site ou un autre, bien sûr c'est à déterminer. À partir de ce moment-là, on va commencer à déposer des choses au fond. Et de quoi peuvent être composés les sédiments, à votre avis ? Minéral et végétal. Ouais, il y a deux grandes familles en fait, de sédiments. Ça va être soit organique, biologique, d'origine biologique, ou inorganique, minéral. Par exemple, les organismes biologiques qu'on peut retrouver au fond des lacs, à votre avis ? Tourbière, non ? Les bestioles qu'on peut retrouver au fond des lacs ? Ouais, crevettes, des mollusques. Voilà, des mollusques, des algues, beaucoup de choses comme ça qui vont vivre dans la colonne d'eau. Du pollen peut-être. Alors du pollen aussi. Alors, le pollen, on va le retrouver dans la colonne d'eau, mais en fait il va arriver du versant. Donc si on parle des organismes qui vivent dans le lac, à leur mort, ils vont juste décanter. Ils vont se déposer au fond. Il y a des particules biologiques qui vont venir du bassin versant. Donc on va imaginer ici un versant, avec la montagne, mettons, qui vont venir aussi alimenter le lac. Il y a ce qui vit là, qui se dépose toute l'année. Et de temps en temps, il peut y avoir soit, par exemple, une rivière qui va alimenter ce lac-là, donc qui va apporter des particules venant des rivières. S'il y a une crue de la rivière, du torrent, ça va apporter des particules minérales ici. On peut imaginer qu'on est en face d'un cône d'avalanche, comme on a parlé, et donc du coup, on va aussi avoir des dépôts qui sont caractéristiques de ces avalanches-là. Donc ces dépôts-là, ils vont
en fait, prendre du sédiment ici, en gros, quand il pleut, les transférer dans le lac. Et en fait, comme ils sont assez denses, ils ne vont pas se déposer de manière uniforme comme les algues un peu partout. En fait, ils vont suivre la topographie des lacs. Donc ils vont se déposer comme ça. Le changement climatique, pour moi, c'est un grand enjeu, mais je le perçois plus par une connaissance générale des phénomènes qui nous entourent que d'un engagement personnel dans la lutte écologie nationale ou écologique. C'est avant tout une connaissance plutôt de culture générale, de connaissance des milieux, pour mieux les appréhender dans tout ce que tu lis dans la presse. C'est quand même, il faut savoir de quoi on parle un petit peu. Donc on va pouvoir, en étudiant la séquence sédimentaire du remplissage, à la fois retrouver les conditions de vie des organismes aquatiques et à la fois des événements d'érosion intercalés à l'intérieur qui traduisent des choses du bassin versant. Là, on peut aussi transporter des bouts de bois, on retrouve des insectes, on retrouve aussi des pollens, des choses microscopiques qui peuvent arriver, les pollens pour le coup, soit directement par le ruissellement sur une petite pelouse, soit très souvent le facteur majoritaire c'est plus atmosphérique. Donc c'est notamment pour le pin, on voit les nuées de pollen que ça peut faire. On peut aussi se dire que le lac, s'il y a des bonhommes, mettons en montagne, qui se sont installés ici au bord du lac, peut-être ils avaient des bêtes, ils avaient des troupeaux. Peut-être on va trouver aussi à l'intérieur des sédiments des traces de cette action-là. Par exemple, on a vu juste en dessous, quand on s'est arrêté ce matin à votre intervention, on était à côté de la bergerie. On a vu la végétation, quand on montait, on était dans un chaos rocheux avec les mélèzes là. Et d'un coup, c'est un milieu ouvert, mais c'était plein de plantes qui sont associées au sol très riche en nutriments, en azote, du fait des déjections concentrées des troupeaux à cet endroit-là. Donc du coup, les moments où on va avoir des charges d'animaux importantes au cours du temps, et ben on va aussi ici avoir dans la chimie de ce qui est apporté plus par exemple de nutriments, plus d'azote, plus de carbone. Donc on va pouvoir aussi, il y a des méthodes qui peuvent retracer les marqueurs fécaux par exemple. Il y a aussi maintenant le développement sur l'ADN qui est piégé sur les particules d'argile, qui peut aussi donner des informations sur les animaux, donc les espèces qui étaient présentes. Mais donc globalement l'histoire de la discipline, ça a souvent commencé par de la sédimentologie, donc l'étude des sédiments, des dépôts, c'est ma spécialité, et la palynologie, donc l'étude des pollens, qui est aussi très, très développée au niveau par exemple des Alpes. Il y a vraiment beaucoup d'études polliniques. Et la référence dans la région, avant que j'y retravaille, en fait c'était 77, il y avait une grande étude, il avait étudié près de 15 tourbières au niveau de l'histoire de la végétation de ces 15 tourbières, depuis la vallée des Merveilles jusqu'à Gap, le Briançonnais. Quand on me dit changement climatique, mais en fait moi je vois beaucoup de variabilité, parce que comme j'étudie le passé, les changements climatiques ont été très fréquents et de différentes amplitudes au cours du temps. Donc je vois en fait des mécanismes, je vois des rétroactions, je vois un système complexe en fait. Donc quand on a carotté notre lac, donc on avait quand même, c'était les photos là, on a une plateforme plus ou moins légère. Quand elle est bien ancrée, qu'elle est en métal, qu'elle est stable, comme au lac d'Alos par exemple, au lac de Vence qui était monté en hélicoptère, là on peut prélever des tronçons de 2 mètres par 2 mètres et descendre dans l'épaisseur sédimentaire. On avait prélevé 14 mètres et tous les sédiments du lac, en fait, tous les sédiments mous. Au lac de Vence, par exemple, sous les sédiments mous, il y a des caots de moraine, des caots de blocs de moraine. On ne peut pas les prélever avec nos méthodes de carottage. C'est une méthode qui est manuelle, qui est douce, qui n'est pas invasive. En fait, c'est pas des carottages de géotechnique. Donc l'autre méthode, quand c'est très isolé en montagne, par exemple, on travaille aussi sur des sites où il n'y a pas du tout
pas du tout d'accès facile ou par hélicoptère, même à l'étranger. Soit on a un carottier qui est léger, qui va nous permettre de faire 2 mètres, 2,50 mètres de sédiment et pas plus. On envoie le tube, on le remonte et puis on est content de ce qu'il y a. Mais bon, en général, ces lacs sont difficiles d'accès, donc c'est déjà des informations très importantes. C'est ce qui est absolument phénoménal, c'est dans la réalisation de ce cadre général des intervenants. On a 5 scientifiques, tant dans la météo que dans les problèmes d'environnement géographiques, des vallées et tout ça, c'est absolument, et qui sont disponibles et qui sont favorables à transmettre leurs connaissances à notre niveau à nous, c'est-à-dire très, très terre à terre. On n'est pas plus haut que nos semelles de chaussures, mais eux, ils nous montrent un petit peu qu'il y a autre chose. Et en plus, ils sont ravis de le faire savoir. Une fois qu'on a cette colonne sédimentaire, on va chercher à la dater en fait, parce qu'on ne sait pas quel temps elle va couvrir et on ne va pas savoir à quel moment dans cette Élodie colonne... Brisset, chargée de recherche CNRS, Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, IMBE. Surtout dans la période de temps qui nous intéresse, donc les 10 000 dernières années à peu près, 15 000 dernières années, donc l'Holocène. Il y a plusieurs méthodes de datation et une qu'on utilise le plus, c'est la datation au radiocarbone. C'est une méthode de datation de la mort des organismes en fait. Donc en fait le plus difficile pour nous, ça va être de trouver une aiguille dans une botte de foin, quoi. Donc de trouver des pattes d'insectes, des bouts de bois, des brindilles, des feuilles, toutes les choses qui pouvaient être au bord du lac et à leur mort tomber dans la colonne là et nous donner du coup un âge. Ici on l'a trouvé ici, du coup on va avoir un âge ici. On va essayer d'en trouver le plus possible pour avoir une chronologie, c'est-à-dire une relation entre la profondeur du dépôt et l'âge la meilleure possible en fonction du coût des analyses et de la facilité de trouver le matériel en fait, et l'évolution des méthodes et donc de la quantité nécessaire pour réaliser ces mesures qui ont beaucoup évolué ces 20 dernières années. En fait, maintenant, on peut arriver à avoir des résolutions, c'est-à-dire une finesse d'observation chronologique sur des séquences qui ont 10 000 ans, de l'ordre de 300 ans. C'est dur de faire mieux parce que de toute manière, il y a des marges d'erreur dans toutes les étapes, par exemple sur la datation, sur les corrélations d'un point à un autre, d'un âge à un autre. La participation à ce week-end, c'est une manière une manière vivante de partager les travaux que j'ai menés en fait vraiment à côté d'ici, sans être assis sur une chaise, voilà, sans faire une conférence. C'est un format vraiment au fil de l'eau aussi, parce que bien sûr on a eu des interventions plus ciblées. En fait on a beaucoup échangé aussi en randonnant au fur et à mesure, et je pense que c'est plus d'échanges et plus proche du coup des questionnements. Et au niveau de la vulgarisation scientifique, c'est vrai que nous on fait souvent des supports statiques aussi, par exemple des panneaux d'exposition, des choses comme ça. Et on n'a pas forcément de retour du coup sur ce panneau, sur la lecture que les gens en font et même le degré de compréhension, alors que là on peut tout de suite se rendre compte. Donc après moi je vais vous parler un petit peu de l'histoire des paysages ici, dans les Alpes du Sud, mais bon globalement les Alpes du Nord il y a des petites variations, mais c'est pas très très important. Globalement on a un schéma général, on peut imaginer les versants qui étaient sous la glace, c'est ce qu'on disait hier. Les lacs s'ouvrent, ça fond, se remplissent d'eau, mais à ce moment-là, la végétation n'a pas encore eu le temps de s'installer. Il n'y a pas de sol, il y a peut-être quelques végétations, quelques herbes stépiques. On va avoir notamment par exemple des kénopodes, de l'armoise. On va les retrouver ici quand on fait la palynologie, mais rien qui va nous traduire d'un environnement boisé. Ça va être le tout début, les prémices de la colonisation d'un paysage. Ça prend quand même quelques temps. Ça n'a pas l'air si long parce que quand même il y a des études qui montrent qu'en 50 ans, on peut déjà bien installer de la végétation rase sur un sol qui vient d'être déglacé. Il y a des études dans les Andes, en Himalaya sur ça. Donc c'est pas quelque chose qui prend tant de temps que ça. Mais par contre, comme les sols vont mettre du temps à se complexifier avec la progression de la végétation, il va se passer toute une période, globalement jusqu'à 8000 ans, on va dire de 13 000 ans à 8000 ans, où on a globalement la végétation qui reconquiert
tous les environnements, depuis des milieux plus tempérés, donc là, la côte, globalement, et qui va reprogresser en altitude, progressivement au cours du temps. Et ici, il faut s'imaginer qu'il y a 8000 ans, c'était la folie de la forêt. C'était super dense, c'était essentiellement des conifères qui ont besoin de sols très épais pour se développer. Et c'était un paysage où on n'avait pas du tout de visibilité. C'est une bonne plateforme. Non, tu viens là ici, juste mettre un pied là et tu fais un grand pas. Si vous regardez bien la forme de la fleur, vous allez retrouver un petit peu une analogue du bouton d'or que vous connaissez bien, qui est beaucoup plus commun. D'accord. Donc renoncule des Pyrénées, je crois que le nom officiel c'est renoncule de Kupfer. De Kupfer, ok. Kupfer. On choisit, en fait, on a toujours deux noms. Donc un pour le genre, renoncule, dans lequel on va trouver de nombreuses espèces. Et ensuite, l'association du nom du genre plus de l'espèce va permettre de caractériser en fait une espèce particulière. Donc la renoncule de Kupfer. On a bien cette association avec deux noms. Et comme on pourrait l'appeler donc renoncule des Pyrénées, et encore avec d'autres noms vernaculaires, peut-être dans d'autres régions, on décide, on va dire officiellement, de la nommer en français renoncule de Kupfer pour éviter d'avoir à retenir des centaines de dénominations différentes, et c'est ce qu'on fait aussi en latin. Et derrière, il y a encore un nom latin. Alors c'est Ranunculus kupferi, ou Ranunculus kupferi exactement. Et ça, alors l'intérêt, c'est pas seulement du snobisme, ça permet à des scientifiques, par exemple, qui viendraient, vous voyez, je sais pas moi, néerlandais, espagnol, anglais, et de se comprendre immédiatement sur ce terrain-là, parce qu'ils parlent tous latin. Et c'est l'avantage donc en botanique et en biologie de pouvoir travailler immédiatement sans avoir besoin de traduction. Finalement, ils ont tout de suite un langage commun. Alors selon les régions, ici, autour du lac d'Aloz et le pollen. Alors ici, essentiellement, c'est le sapin, c'est Abies. Sapin blanc. Abies alba, oui. C'est variable en fonction, mais c'était pas le pinsambro, c'était pas le mélèze. C'était une essence qui a montré qui a besoin d'un temps de maturation de l'écosystème très important en fait pour pouvoir s'installer. Il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'eau, il faut que les sols soient bien épais, ça peut être métrique, 2 mètres, que les horizons, je ne sais pas si vous avez des notions en pédologie, au fur et à mesure de l'infiltration de l'eau dans les sols, on a de la mobilité des éléments chimiques qui vont permettre de différencier différents niveaux aussi dans les sols. Et par exemple, les sols qu'on va retrouver sous un couvert à sapin sont assez caractéristiques, ça s'appelle des podzols, ce sont des sols où il y a vraiment des niveaux très marqués, qui montrent qu'à ce moment-là, il y avait une quantité d'eau qui s'infiltrait et qui venait nettoyer les sols. Et indirectement, on les retrouve dans le lac après, les informations. Vraiment très important. Donc une période vraiment très humide, mais qui a mis du temps à s'installer. Ces podzols, quand on les cherche maintenant, on a du mal à les trouver. En fait, ils existent, mais ils sont dans des endroits qui ont été exclus du pâturage, dans des endroits qui n'ont pas été soumis à l'érosion pour une question ou une autre. Mais en fait, c'est des reliques d'un temps qu'on n'a plus du tout, qu'on va par contre retrouver très clairement dans les sédiments des carottes. Et par exemple, au lac d'Olos, où on a vraiment fait l'étude pédologique du bassin versant, c'est piégé, coincé sur les moraines au-dessus du lac, plutôt au sommet des crêtes de moraines. Ça souligne d'ailleurs les crêtes de moraines. Donc c'est dans maintenant des grands chaos de blocs où les animaux ne vont pas forcément piétiner ou des choses comme ça. Donc il y a 8000 ans, c'était ultra forestier, ultra dense. Et à un moment, il y a un événement quand même assez important qui se passe, qui vient un peu perturber toute cette magnifique stabilité. Et c'est la progression en fait de la colonisation néolithique, donc l'arrivée des éleveurs, des sociétés plus sédentaires qui viennent donc du Levant vers l'Europe et qui vont aussi avoir un impact en fait majeur sur nos paysages dès cette période-là. Ici, c'est à peu près il y a 6000 ans. Ouais. Il faut savoir qu'au Levant, c'est quasiment il y a 13 000 ans, il y avait déjà ces sociétés ayant commencé la domestication des espèces. Mais nous, ils arrivent vraiment plus tard. Mais donc du coup, ce qu'ils ont besoin, c'est d'ouvrir les paysages pour leurs pratiques, pour le pâturage, pour l'agriculture. Donc on a plus d'indices en basse vallée tôt, mais quand même, ça remonte globalement sur les versants. Et à ce moment-là, on n'a pas un milieu qui va changer
du tout au tout, puisque ça va être des pratiques assez discrètes. C'est le moment où du coup la forêt dense de sapins va complètement disparaître, va être coupée, et les espèces pionnières derrière qui vont recoloniser. Donc ça va être le mélèze en particulier qui prend le relais sur le sapin à ce moment-là. Donc à peu près depuis 5000 ans, 6000 ans, on a des paysages qui sont plus ouverts, qui sont forestiers, mais une forêt plus claire, il y a plus de visibilité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant longtemps, les activités elles se sont cantonnées au fond des vallées. Et au même moment, les sociétés ont choisi à la fois de s'installer en basse vallée de manière pérenne au cours de l'année, mais à la fois de commencer à utiliser les milieux de très haute altitude, donc ce qui va former vraiment les pâturages d'aujourd'hui, pour faire paître les troupeaux là où l'herbe est encore grasse en été. Ce qui va finalement faire descendre la limite supérieure de la forêt. On a dit qu'on était tout forestier et ça va faire descendre la limite supérieure par le haut. La limite supérieure de la forêt va être grignotée et descendre en haut, et par le bas, c'est comme ça. Donc en fait, il y a un étagement de la végétation un peu particulier. C'est pas tout remonte comme ça, on détruit la forêt de haut en bas ou de bas en haut. On s'y attaque des deux côtés comme ça et elle va se réduire en altitude en peau de chagrin. Le truc après le plus majeur dans le paysage, le moment majeur, c'est la romanisation des Alpes, où on va avoir des réseaux de commerce, qui se développent dans les vallées et dans les vallées alpines en particulier. Et donc à ce moment-là, c'est une augmentation des rendements aussi associés aux pratiques pastorales, agricoles, qui est vraiment significative. Et ça s'enregistre dans les sédiments par une destruction complète de la forêt. Vers 2000 mètres par exemple, 1008, il y a un moment donné, vers l'époque romaine, plus ou moins 2000, 1700 ans avant aujourd'hui. Imaginez un paysage qui est quasiment dénudé, quasiment partout, à cause de ça. Et c'est exactement à ce moment-là aussi qu'on va enregistrer les vitesses d'érosion les plus importantes de toute la période qu'on parle. Voilà, c'est depuis l'époque romaine, il y a vraiment des paysages qui sont plus du tout en équilibre avec le facteur climatique. Le peu d'impact des gens qui sont sensibilisés à ces problèmes d'environnement ou ces problèmes de milieu montagnard. Le milieu montagnard, c'est formidable en fait parce que ça englobe toutes les notions de la montagne. Les montées, les ruisseaux, la terre, les cailloux, les plantes, les arbres, il y a les oiseaux et l'impact que la notion du milieu montagnard à notre niveau, à nous, randonneurs du club, je dirais même des clubs, l'impact du milieu montagnard dans l'esprit des randonneurs est très faible. Il faut absolument encourager ça et je vais m'engager aussi à mon niveau, dans les bus, dans les réunions au club, de faire sensibiliser nos marcheurs au milieu montagnard, c'est-à-dire oublier les chaussettes et penser un petit peu plus à la tête. Alors pour moi, le plus important, c'est de sentir les choses. On a beaucoup utilisé de courbes ou de valeurs qui sont assez réductrices en fait pour essayer de communiquer, notamment dans les médias. Ici, on cherche à le ressentir, que ce soit plus palpable au niveau de la neige, au niveau des versants, la végétation, essayer d'ancrer les problématiques directement dans le territoire. Je pense que ça marche mieux. Je pense que l'information passe beaucoup mieux de cette manière-là, en regardant, peut-être en randonnant, en transpirant un petit peu. C'est une manière d'ancrer les choses dans la réalité, et de le ressentir soi-même. Les carottages ont permis d'apporter de la connaissance ou confirmer des choses qu'on savait déjà. Sur quel point on a bien progressé grâce à ces études? Sans ces études, on ne pourrait pas dire ce que je vous ai dit du tout. Voilà, ça c'est sûr. La connaissance était parcellaire et là on devient beaucoup plus précis sur la chronologie, sur ce qui s'est passé dans le milieu environnant. En fait, mon travail a affiné, mais je dis, dans les années 70, il y avait déjà un sous-schéma plus ou moins compris, mais il n'y avait pas les méthodes pour l'affiner. Donc revisiter aussi des études, refaire des carottages, ça permet de préciser ça.
En fait, il faut savoir que partout où il n'y a pas d'histoire écrite, il n'y a pas d'autre moyen de faire. Donc soit il n'y a pas d'histoire écrite parce que c'est avant l'écriture, dans des régions du monde, c'est ça. Soit il n'y a pas d'histoire parce qu'en fait l'histoire se fait dans les villes, se fait dans les centres de pouvoir, se fait par les vainqueurs, se fait par les gens qui ont l'élite. Donc il y a toute une série d'informations qui n'est pas écrite, qu'on ne peut pas retrouver d'une autre manière. En fait, il y a plusieurs niveaux de leçons qui sont d'ordre général. Par exemple, on pourrait se dire que le paysage qu'on imagine naturel, plus naturel depuis un bail et bien avant l'industrialisation. Et quel est l'état antérieur si on voulait le conserver, le protéger? Quel est notre objectif? Qu'est-ce qu'on veut maintenir en fait? Parce qu'on a vu que ça a beaucoup changé au cours du temps, selon beaucoup de paramètres. Donc ça peut être en conservation. Au niveau de la connaissance sur le changement climatique, il y a certains paramètres là-dedans qui permettent de reconstituer des variables de changement hydrologique, par exemple. Donc ça permet, en faisant l'aller-retour entre les modèles, donc les équations sur la connaissance des processus climatiques, hydrologiques, de faire un aller-retour entre cette connaissance-là, essayer de l'appliquer sur les données anciennes, et voir si on arrive à reproduire ou pas. Donc ça permet de calibrer, on va dire, les modèles. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que les retraités n'ont plus la capacité de se fixer mentalement assis sur une chaise dans une salle. Au bout de 5 minutes, je parle pour moi, mais certainement je ne suis pas le seul. L'esprit s'égaye. Quand tu es dans le milieu, en plus tu l'as voulu, donc tu as déjà un désir, mais l'autre aussi, de suivre une conférence assise, c'est aussi un acte volontaire. Mais là, dans le milieu, c'est différent. Et puis, comme tu regardes, tu vois, là, dans le regard, je vois des plantes, plusieurs plantes, je vois des arbres, je vois une terre, je vois des cailloux. Est-ce que c'est des granites? Est-ce que c'est des schistes? Est-ce que c'est des marnes? Tiens, il y a un oiseau qui parle. Il veut te dire de faire moins de bruit, peut-être, va savoir. Et c'est sûr que c'est primordial de faire des séances comme ça. L'aspect qui a été fait dans ces 2 jours, c'est d'avoir su et d'avoir pu regrouper autant de connaissances disponibles et faciles à contacter. Donc on se régale. On se régale. Que du bonheur. Quelque part, ça ne remet pas un peu en question l'idée selon laquelle si on revenait à un mode de vie tel que celui de nos grands-parents ou d'il y a quelques siècles auparavant, ce serait parfait au niveau écologique. Là, on se dit qu'au final, même le mode de vie il y a quelques siècles, il y a des millénaires, il y avait un impact écologique. Si on pense par exemple à la manière de se chauffer, effectivement, c'était... Et si on pense que la forêt, c'est ça qui est la cible, parce que c'est pas obligé que la cible ce soit d'avoir une forêt, ce type de forêt ou une forêt, non, c'est peut-être pas l'objectif du tout. Mais oui, du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'on souhaite vraiment revenir à cet environnement-là? L'élevage pastoral d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un mode d'élevage si écologique aussi? Ça apporte aussi ces questionnements-là. C'est tout l'enjeu, c'est de savoir à la fois conjuguer les pratiques, les connaissances sur le temps long, sur le fonctionnement de l'environnement et d'arriver à trouver la bonne balance en fait, entre le bon équilibre. Moi j'ai trouvé vraiment les 2 jours vraiment très dynamiques et dès le matin, la curiosité, l'intérêt, les échanges, même en dehors des cadres plus formels, beaucoup de curiosité et d'échanges au fil de l'eau le long des randos. Donc vraiment, c'est important en général qu'on partage mieux nos travaux parce qu'on le fait pas assez ou on le fait pas bien. Moi je pense que je suis pas encore très équipée pour le faire au mieux possible. Parce que les questionnements et les manières de réfléchir, de voir les choses sont très différentes de ce qu'on a l'habitude dans notre quotidien. Donc il faut s'immerger en fait pour le faire. Donc moi j'ai beaucoup appris aussi. Tout le monde est gagnant quoi. Exactement. Retrouvez dans le prochain épisode la conclusion de Gaëtan Ames sur les évolutions climatiques futures dans les Alpes du Sud. Ce podcast a été réalisé par Loïc Preguenella via l'initiative d'Alix Melucci avec la voix de Marine Bourguignon-Trombini. Merci à tous les participants et aux intervenants scientifiques pour leur présence et leur motivation profonde à créer du dialogue sur la question du changement climatique.
Un remerciement particulier à Philippe Charvy et Isabelle Manighetti, sans qui ce projet n'aurait certainement pas vu le jour. À Philippe et Anne-Marie du Refuge de la Cantonnière, à Météo France, au CNRS, à l'IMBE, à GeoAzur et à Hélène Constati. Ce projet a bénéficié d'un soutien de l'Académie d'excellence Espace, Environnement, Risque et Résilience d'Université Côte d'Azur. Rendez-vous en 2025 pour de nouvelles rencontres au sommet.